Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui du test de racine unitaire de Dickey Fuller. Je rappelle que l'une des innovations majeures dans le domaine des séries temporelles consiste en l'introduction de tests de racine unitaire qui permettent non seulement d'identifier la présence des non-stationnarités dans une série temporelle, mais en plus d'en définir la nature. S'agit-il d'une tendance stochastique? Dans ce cas, il y a présence d'une racine unitaire, ou il s'agit tout simplement d'une tendance déterministe. Et naturellement, la présence d'une tendance stochastique ou d'une tendance déterministe va imposer une méthode de stationnarisation spécifique. On va utiliser le filtre de différence première pour éliminer la tendance stochastique et on va utiliser une régression sur une tendance linéaire, sur une fonction polynomiale du temps pour éliminer la tendance déterministe. Et donc, présentons donc ce test de Dickey-Fowler. Alors, euh, euh, il faut savoir que ce test, c'est le test le plus utilisé dans la recherche empirique en série temporelle. Et donc, il a une stratégie qui est basée sur l'estimation de trois modèles autorégressifs d'ordre 1. Le premier modèle est un modèle sans tendance, sans constante. Le deuxième modèle est un modèle avec une constante. Et le troisième modèle est un modèle avec une tendance, ici, représentée par le paramètre B, avec le T qui montre la présence du trend linéaire, de tendance linéaire, qui va varier au cours du temps, et la constante petit c. Et le epsilon ici n'est autre qu'un bruit blanc. Et donc, au fait, on va exprimer la série temporelle à l'instant t en fonction de sa valeur à l'instant t-1, mais avec un coefficient de corrélation phi 1. Et l'objectif du test, c'est tester la présence d'une racine unitaire, c'est-à-dire tester phi 1 égale à 1. Et donc, l'hypothèse nulle de la présence de racines unitaires, c'est-à-dire une non-stationnarité de nature stochastique, consiste tout simplement à tester phi 1 égale à 1. Et l'hypothèse alternative consiste à tester la stationnarité, ça veut dire l'absence de racines unitaires, ça veut dire tout simplement valeur absolue du paramètre du coefficient de corrélation phi 1 strictement inférieur à 1. Et naturellement, en économétrie, en statistique, pour tester la signification d'un paramètre, nous avons l'habitude de tester la nullité d'un paramètre. Et donc, on va faire une reparamétrisation qui va permettre de tester la nullité du coefficient au lieu de tester que ce coefficient phi 1 égale à 1. Et donc, la transformation est la suivante. La reparamétrisation, c'est qu'on va retrancher y témoin des deux côtés. Et ici, y témoin, ça va nous donner le delta de yt. Et ici, on va factoriser par yt-1. On va trouver phi 1-1. Et donc, au fait, le phi 1-1 doit être égal à 0 si on veut vérifier que phi 1 égale à 1. Et donc, voici le nouveau paramètre dont on doit estimer la nullité pour conclure quant à la présence ou pas d'une racine unitaire dans la structure de la série temporelle analysée. Et donc, les trois modèles vont se retransformer comme suite. Donc, nous aurons le premier modèle, le deuxième modèle où il y a une tendance et le troisième modèle où il y a une tendance et une constante. Donc, je répète, le premier modèle sans constante, sans tendance. Le deuxième modèle avec uniquement une constante. Et le troisième, le plus général, il y a une constante et une tendance linéaire. Et donc, on va remplacer phi 1-1 par un paramètre ρ. Et donc, tester phi 1 égale à 1 revient tout simplement à tester la nullité de ρ. Et donc, ça va nous ouvrir la possibilité d'utiliser un test de student, un testat. Et donc, on va calculer ce testat. Donc, le testat du paramètre phi 1, c'est phi 1 chapeau moins 1 sur le sigma de phi 1 chapeau.
Et au fait, la règle de décision standard, c'est on va comparer la réalisation de la statistique de student à des seuils tabulés par Dickey Fowler, à de valeurs critiques tabulées par Dickey Fowler qu'on appelle TDF. Pourquoi tabulé par Dickey Fowler? Parce que dans le test de student, la valeur critique qu'on utilise, c'est 1,96, mais ici, nous avons une distribution différente de la distribution de la loi de student et de la loi normale conventionnelle. Et donc, si jamais on vérifie que le testat est estimé est strictement supérieur à la valeur critique tabulée par Dickey Fowler, on va accepter l'hypothèse nulle d'une présence de racines unitaires. OK? Et donc, on peut conclure que la série temporelle a une non stationnaire et la stationnarité est de nature stochastique. Alors, pourquoi je disais que les valeurs critiques sont différentes? Parce qu'ici, nous avons la représentation graphique de la loi normale centrée réduite en rouge. Et ici, respectivement, nous avons la représentation de la distribution de Dickey Fowler pour le cas 1. Il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance. En vert, pour le cas 2, il y a en plus, il y a une constante. Et le cas numéro 3, il y a à la fois racine unitaire, constante et tendance. Et donc, vous voyez qu'on a un décalage vers la gauche de la distribution de Dickey Fowler par rapport à la loi de Student ou la loi normale standard. Et donc, il y aura de nouvelles valeurs critiques. Et en plus, comme ça se déplace vers le côté gauche, le test de Dickey Fowler, c'est un test unilatéral à gauche. Je répète, ce n'est pas un test bilatéral symétrique, c'est un test unilatéral. Et donc, dans l'acceptation ou le rejet de l'hypothèse zéro, nous allons éviter d'utiliser les valeurs absolues. Et donc, au fait, ils ont tabulé. Et donc, si on travaille avec le risque première espèce alpha à 5%, et si on a un échantillon suffisamment large, la valeur critique, c'est moins 1,95. Dans le modèle 2, il y a une constante, la valeur critique, c'est moins 2,86. Et dans le modèle 3, il y a une constante et une tendance, la valeur critique s'élève à moins 3,41. Alors ici, nous allons essayer d'appliquer le test de Dickey Fowler à la série temporelle du PIB américain, dont vous voyez la représentation graphique. Et donc, lorsque je vais, comment dirais-je, représenter le corrélogramme de cette série du PIB transformé au logarithme, on voit bien qu'il y a un pic significatif au retard 1, il y a une décroissance très, très lente de la fonction d'autocorrélation qui témoigne de la présence d'une tendance, mais dont on ne connaît pas la nature. S'agit-il d'une tendance déterministe, d'une tendance stochastique? Ce qui va nous répondre, c'est le test de racine unitaire de Dickey Fowler. C'est lui qui va nous aider à définir la nature stochastique ou déterministe de la tendance présente dans la série du PIB américain telle que révélée par le corrélogramme qu'on est en train d'observer. Et donc, je vais effectuer ce test. Et naturellement, je commence par le modèle le plus général, ça veut dire qu'il y a une constante, il y a une tendance linéaire. Et je vois bien que la statistique du test de Dickey Fowler s'élève à moins 1,72 et qu'il est strictement supérieur à la valeur critique qui s'élève à 5%, à un risque de première espèce alpha égal à 5%, à moins 3,42. Et donc, H0 est accepté. Il y a bien une racine unitaire de la série temporelle du PIB. Ou, dit autrement, je dirais que la probabilité associée à l'hypothèse nulle s'élève à 0,7396 et donc H0 est accepté. De même, je peux effectuer le test dans le cadre du modèle 2 en supposant qu'il y a une constante en plus de la racine unitaire. Là aussi, je m'aperçois que la statistique du test de Dickey Fowler qui s'élève à 3,94 est strictement supérieure au niveau de 5%. À la valeur moins 2,87, ou bien la probabilité associée est égale à 1, ça veut dire que nous avons 100% de chance que H0 soit vérifié, c'est-à-dire il y a bien une racine unitaire. Enfin, si j'effectue le test de Dickey Fowler dans le cadre du modèle 1, sans constante, sans tendance, là aussi, je m'aperçois que la statistique du test de Dickey Fowler s'élève à 13,32 et je la compare à sa valeur critique à 5%.
qui s'élève à moins 1,94 et donc 13 supérieur à moins 1,94, H0 est accepté, ou bien la probabilité H0 associée à l'hypothèse nulle s'élève à 1. Par conséquent, je peux conclure qu'il y a bien une racine unitaire dans la structure du PIB, de la série temporelle du PIB américain. Il s'agit d'une tendance stochastique. Et donc, si je veux différencier, si je veux stationnariser la série temporelle du PIB, il faudrait que j'utilise un filtre de différence première. Et ce filtre-là, une fois l'avoir utilisé, je vais effectuer à nouveau le test de Dickey-Fowler pour vérifier que la différence première a permis l'élimination de la tendance stochastique ou de la racine unitaire. Et effectivement, lorsque je vais faire appliquer le test de racine unitaire de Dickey-Fowler sur le delta du PIB américain, ça veut dire la différence première, je m'aperçois que la statistique du test s'élève à moins 14,99, qui est strictement inférieure à la valeur critique à 5%, qui s'élève à moins 1,94, ou bien je dirais que 0% de chance que H soit vérifié, ça veut dire la probabilité strictement inférieure à 0,05, je peux conclure que la différence première du PIB américain est une série stationnaire parce que le filtre de différence première a permis l'élimination de la tendance stochastique ou de la racine unitaire. Et donc, je peux le contrôler a posteriori. On voit bien que dans le corrélogramme de la différence première du PIB américain, il y a disparition complète de la dynamique qu'on a observée au niveau de la fonction d'autocorrélation, au niveau de la corrélation partielle et en particulier au niveau de l'autocorrélation, il y avait une décroissance lente. Et donc là, cette disparition veut dire qu'on a bien éliminé la tendance qui est de nature stochastique. Et donc, au fait, ici, lorsqu'on va faire la différence première du PIB, c'est-à-dire on va régresser le logarithme hyper à l'instant t moins sa valeur à l'instant t moins 1, on va trouver cette dynamique avec le choc du Covid et la chute spectaculaire de taux de croissance de l'économie américaine. Et au fait, on a cette transformation et on voit bien qu'on n'a plus ce trend haussier, cette tendance stochastique. On a réussi à l'éliminer grâce au filtre de différence première, compte tenu de sa nature stochastique qui nous a été révélée par les résultats du test de Dickey-Fowler. Et donc, on voit bien que ce qu'on a estimé dans un cours précédent par le modèle ARMA et par l'algorithme de Box-Jenkins, une fois avoir stationnarisé, on peut rentrer dans le cadre de l'algorithme de Box-Jenkins. Et donc, si vous voulez, pour le CAC 40, un autre exemple, c'est la même logique. Donc, on voit bien ici que la série temporelle du CAC 40 est une série qui est non stationnaire en moyenne et non stationnaire en variance. Ça plaide en faveur de la présence d'une tendance stochastique. Et pour le vérifier, il faudrait impérativement qu'on ait recours d'abord au corrélogramme qui montre qu'il y a un pic significatif au retard 1 de la fonction d'autocorrélation partielle et une décroissance très très lente de la fonction d'autocorrélation. Donc il y a bien une tendance. Et on va faire le test de Dickey-Fowler. Et donc là, on va commencer par le modèle le plus simple où il y a non, ça veut dire il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance. Et on va tester l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire dans le CAC 40. Et on voit bien que la statistique du test s'élève à 0,82, qui est strictement supérieure à la valeur critique moins 1,94, ou bien la probabilité associée s'élève à 0,8889. Donc, H0 est accepté, il y a bien une racine unitaire. Si j'effectue le test dans le cadre du modèle 2, ça veut dire où je vais rajouter une constante. Là aussi, on s'aperçoit que la statistique du test de Dickey-Fowler qui s'élève à moins 1,8311 est strictement supérieure à la valeur critique moins 2,86. Donc H0 est accepté, ou bien la probabilité associée 0,3656, strictement supérieure à 0,05. Par conséquent, le CAC 40 a une racine unitaire. Et enfin, si je veux appliquer le test dans le cadre du modèle 3, où il y a une constante et une tendance linéaire, là aussi, on observe que la statistique du test s'élève à moins 2,33, qui est strictement supérieure à la valeur critique de 5%, qui s'élève à moins 3,41. Donc, l'hypothèse nulle de non-stationnarité, de présence de racine unitaire est acceptée, ce qui est confirmé aussi par la probabilité associée à l'hypothèse nulle qui s'élève à 0,4119, strictement supérieure à la valeur critique 0,05. Et donc, si vous voulez, pour le vérifier a posteriori,
on va appliquer le test de Dickey-Fowler sur la différence première du CAC 40 et effectivement, on s'aperçoit que la statistique du test s'élève à moins 89,71, qui est strictement inférieur et largement inférieur à moins 1,94. Donc, la différence première du CAC 40 ne contient pas de racine unitaire. La racine unitaire a été très bien éliminée par le filtre différence première, ce qui est confirmé par la probabilité associée qui s'élève à 0. On a 0% de chance de trouver une racine unitaire de la différence première parce qu'on l'a éliminée par la méthode de stationnarisation adéquate, spécifique, et donc ça plaide en faveur de la présence d'une tendance stochastique dans la structure du CAC 40. Alors la question qui se pose, une fois avoir observé le graphe, et on voit ici la dynamique entre le CAC 40 en rouge, ici vous voyez les tendances haussières et les tendances baissières et ces irrégularités dans le comportement de la tendance. Lorsqu'on va faire le filtre de différence première, on va quasiment faire disparaître la tendance. La dynamique qu'on voit en bleu, c'est la dynamique du moment d'ordre 2, c'est la dynamique de la variance qu'on va explorer ultérieurement en faisant appel au modèle Garch. Et donc, au fait, la question qui se pose, c'est que nous avons trois modèles dans lesquels on peut effectuer le test de Dickey-Fowler, mais quel modèle choisir? Ça, c'est une question pertinente. Alors, pour répondre à cette question, beaucoup d'auteurs ont proposé d'effectuer le test de Dickey-Fowler dans le cadre d'une stratégie séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie séquentielle? C'est une stratégie qui procède par élimination du modèle. Nous allons commencer par le modèle 3, le modèle le plus complet. Et donc, nous allons tester la significativité du paramètre du coefficient de la tendance B. Si jamais il n'est pas significatif, alors on va rejeter le modèle 3, on passera au modèle 2. Et là, il faut tester la significativité du coefficient de la constante le petit c. S'il n'est pas significatif, alors on va rejeter le modèle 2 et donc le modèle qu'on va choisir pour effectuer le test de Dickey-Fowler, ça va être le modèle 1, qui est le modèle sans constante, sans tendance. Et donc le résultat de ce modèle 1, c'est eux qui vont nous dire s'il existe une racine unitaire ou pas. Alors appliquons cela au CAC 40, mais avant d'y aller, il faut savoir que nous avons besoin de valeurs critiques. Et les valeurs critiques, ce ne sont pas les valeurs critiques conventionnelles du test de Student, ça veut dire 1,96. Dickey-Fowler, ils avaient tabulé des valeurs critiques. Donc, si je prends par exemple le modèle 3, et dans les grands échantillons qui sont supérieurs à 500, et c'est le cas dans les séries financières, à 5%, la valeur critique de la tendance, c'est 2,78 et la constante à 5% toujours, c'est 3,08. Par contre, dans le modèle 2, il n'y a qu'une constante, il n'y a pas de tendance. À 5%, la valeur critique du coefficient de la constante s'élève à 2,52. Et donc, on va utiliser ces valeurs critiques pour tester la significativité des coefficients de la tendance et des coefficients de la constante dans le cadre du modèle 3 et 2 qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie séquentielle. Et donc, effectivement, je vais commencer ici par le modèle 3, le modèle le plus général. Donc, d'abord, j'ai voilà l'écriture. Donc, vous avez le delta YT. Donc, ici, c'est D, dans le langage de Obvious, c'est D, entre parenthèses, L, CAC 40. J'ai le ρ, je vais tester ρ égale à 0, c'est la racine unitaire. Et donc, pour moi, c'est ce paramètre ici. C'est le L, CAC moins 1, c'est ce paramètre. Le B qui multiplie T, c'est le paramètre de la tendance. C'est le paramètre de la tendance, c'est celui-là, ici. Nous avons trend, ici. Et puis, vous avez le petit c, il est là, c'est le paramètre de la constante. Et donc, naturellement, si je veux tester l'hypothèse de la significativité du trend, la valeur critique ne va pas être le 1,96 du test de student conventionnel, mais comme est montré dans ce tableau, ça va être 2,78. Donc 1,48 strictement inférieur à 2,78, ça veut dire H0 est accepté, l'hypothèse de nullité du paramètre de la constante de la tendance est acceptée, donc il n'y a pas de tendance. Si je reteste en même temps le coefficient de la constante, il a un testat de 2,38.
il est strictement inférieur à la valeur critique de 3,08. Par conséquent, H0, l'hypothèse de nullité du paramètre de la constante est acceptée. Donc, ce modèle-là, il est à rejeter. Et donc, même si parfois on peut effectuer le test de Dickey-Fowler dans le cadre de ce modèle, ça n'a aucune utilité parce que ce n'est pas le bon modèle. Alors, on va passer dans un deuxième temps au modèle 2. Et donc, là aussi, vous avez delta YT, ces différences entre parenthèses LK, etc. Et le ρ, c'est ce paramètre ici. Ça veut dire que c'est le paramètre de la racine unitaire dont on teste la nullité. Mais surtout, ce qui existe dans la structure du modèle 2, c'est la constante. Et donc là aussi, le paramètre de la constante, il est un testat de 1,87. Et ici, on s'aperçoit qu'à 5%, la valeur critique s'élève à 2,52. Et donc, le testat 1,87 strictement supérieur à 2,52, H0 est accepté. Ça veut dire qu'il y a une nullité du paramètre de la constante. Donc là aussi, le modèle 2, ce n'est pas le bon modèle. Et donc, il nous reste le modèle 3. Et c'est dans le cadre de ce modèle 3 qu'on va pouvoir développer le test de racine unitaire. Et donc, on va tester l'hypothèse nulle de la racine unitaire. Et si on arrive à trouver la racine unitaire dans le cadre du modèle 1, où il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance, on va conclure qu'il s'agit bien d'une marche au hasard ou d'un pure random walk. Et donc, on peut l'écrire ρ égale à 0, c'est-à-dire delta YT est égal à epsilon, ou bien YT est égal à YT moins 1 plus epsilon. Et donc, si vous voulez, c'est la logique de la stratégie séquentielle. Et donc, ça nous permet d'identifier le modèle dans lequel on peut déployer le test de Dickey-Fowler. Mais si je reviens aux trois modèles de Dickey-Fowler, que ce soit le modèle 1, le modèle 2 ou le modèle 3, ces trois modèles dans le cadre duquel on déploie comment dirais-je, le test de Dickey-Fowler, il y a comment dirais-je, il y a un challenge et un défi statistique, c'est qu'il faut que ce résidu epsilon vérifie la propriété de bruit blanc. Vérifie la propriété de bruit blanc. Or, on s'est aperçu que la structure de série temporelle est tellement complexe qu'il ne peut pas être représenté par un simple R1. Parce que là, ça veut dire que c'est un AR1, tout simplement. Et qu'il y a une très forte autocorrélation des résidus. Et naturellement, lorsqu'il y a une très forte autocorrélation des résidus, c'est que les estimateurs, il y a un biais statistique dans les estimateurs. Et donc, il faut impérativement corriger l'autocorrélation du terme d'erreur. Ça veut dire qu'il faut s'assurer de la blancheur des résidus epsilon. Et donc, si vous voulez, ce qui a été proposé, c'est que pour vérifier la propriété IID des résidus, pour que, comment dirais-je, le processus, comment dirais-je, générateur soit, comment dirais-je, le résidu du processus générateur soit supposé bruit blanc, il faut vraiment corriger de l'autocorrélation. Et comment on va le faire pour blanchir les résidus? On va rajouter les valeurs retardées. C'est-à-dire, au fait, on va augmenter le Dickey-Fowler simple, le Dickey-Fowler standard, des retards. Et ces retards, c'est quoi? C'est les retards de la valeur endogène, delta YT. Et donc, ces retards, ils ont un rôle, c'est de s'assurer de la blancheur des résidus epsilon T et de s'assurer de la précision et du manque de biais statistique dans l'estimation du paramètre ρ de la racine unitaire. Et donc, en fait, ici, vous avez delta YT-J, donc c'était T-1, delta Y, phi 1, delta YT-1, phi 2, delta YT-2, phi 3, delta YT-4, phi 5, delta YT-5, jusqu'à P-1, parce que nous sommes dans le cadre d'un ARP. Et comme on est en différence première, c'est le dernier terme, ça va être un P-1. Et donc, il n'y a rien qui change, c'est juste on va augmenter le modèle Dickey-Fowler de la première version avec ses valeurs retardées pour corriger la forte autocorrélation des résidus. Et on parle de correction paramétrique. Et l'objectif, je le répète, c'est pour garantir la blancheur des résidus, qui est une propriété fondamentale de la méthode, une nécessité, si vous voulez, une propriété nécessaire pour l'estimateur
pour que l'estimateur des moindres cas ordinaires soit bleu. Alors, si vous voulez, la question qui se pose, quel retard choisir? Ça veut dire on va introduire des retards. Est-ce qu'il faut rajouter un seul retard, 2 retards, 3 retards, 4 retards, 5, 6, 7, 10, etc. Et donc là, se pose la question, si on veut corriger l'autocorrélation, il faut un principe de parcimonie parce que peu de retard risque de laisser de la corrélation, trop de retard risque comment dirais-je, de surcorriger l'autocorrélation et donc de détruire la structure de la série temporelle. Et donc, il y a un arbitrage très fin à trouver et donc il y a le critère d'optimalité qui rentre en jeu pour respecter le principe de parcimonie. Et donc, ce critère d'optimalité consiste à sélectionner le retard qui va minimiser un critère d'information, que ce soit le critère d'Akai, que le critère de Schwarz, le critère de Anand-Quinn. Et donc, on va revenir à la stratégie séquentielle. Ça veut dire qu'on va faire le modèle 3, le modèle 2 et le modèle 1, mais en sélectionnant, en augmentant le test de Dickey-Fowler, le premier des retards, mais de façon optimale, en respectant le principe de parcimonie. On va le faire. Et donc, comment ça se passe? C'est qu'ici, vous avez la boîte de dialogue d'Obvious qui s'ouvre. Donc, vous avez ici le test de Dickey-Fowler augmenté. Et donc, augmenter, ça veut dire on va introduire le lag length, ça veut dire le nombre de retards. Le nombre de retards, ça veut dire le nombre de variables endogènes qu'on va rajouter à la régression. On va la sélectionner grâce à celle qui va minimiser le critère d'Akai. Et donc là, nous avons les 3 modèles. Soit le modèle 1, c'est non, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de constante. Le modèle intercept, ça veut dire là où il y a la constante. Et le modèle 3, le plus général, c'est le modèle où il y a trend, intercept, ça veut dire tendance et constante. Et donc, en fait, on va déployer le test. Donc, on va commencer par le modèle 3 dans le cadre de la stratégie séquentielle. Et donc, on sait ici, le modèle 3, il y a une constante, une tendance linéaire. Et donc, vous voyez ici très bien qu'on va utiliser le critère d'Akai. Et le critère d'Akai va sélectionner un nombre de retards qui s'élève à 6. Je répète, le critère d'Akai va sélectionner un nombre de retards qui s'élève à 6. C'est normal, il y a une très forte autocorrélation. Et puis, on a presque 8000 données du CAC 40, donc on a un échantillon extrêmement large. Et c'est normal qu'il soit fortement autocorrélé. Donc, 6 par rapport à 8000, ce n'est pas beaucoup. Et donc, on va y aller sur ce nombre de retards. Et donc ici, si vous voulez, première observation, la statistique du test s'élève à moins 2,07 et le niveau de 5%, c'est moins 3,41. Donc là, immédiatement, on peut dire le testat strictement supérieur à la valeur critique à 5%, H0 est accepté. Et donc, la probabilité associée aussi confirme qu'il s'élève à 0,5581. Mais on va effectuer la procédure séquentielle, ça veut dire on va aller tester la significativité du paramètre de la tendance et du paramètre de la constante dans le cadre du modèle 3. Donc, je rappelle que l'écriture de modèle 3 est la suivante. Et donc, nous avons les retards, ils sont là. Donc, vous faites les valeurs retards, les endogènes retardés, l'endogène, il est ici. C'est la différence du logarithme népérien du CAC 40. Et là, c'est les retardés de 1 période 2 jusqu'à la 6e période. C'est le retard optimal qu'on a sélectionné grâce au critère d'Akai. Donc, c'est ce qu'on a rajouté. Et là, nous avons la constante qui a le testat qui s'élève à 2,12. Et ici, on voit très bien que dans le cadre du modèle 3, la valeur critique est 3,08. Donc, le paramètre de la constante n'est pas significatif. Donc, il n'est pas significatif différent de 0. Pour la tendance, à 5%, la valeur critique à 2,78. Et ici, on s'aperçoit que le testat du coefficient de la tendance s'élève à 1,31. Donc, 1,31 strictement inférieur à 2,78. H0, l'hypothèse de nullité du paramètre est acceptée. Et donc, le paramètre de la tendance n'est pas significativement différent de 0. Et donc, le modèle 3 est à rejeter. On va alors réestimer le modèle dans le cadre, tester la racine unitaire dans le cadre du modèle 2 où il n'y a qu'une constante. On voit bien que le testat moins 1,62 strictement supérieur à la valeur critique à 5%, moins de 86. Ça veut dire selon le modèle 2, il n'y a pas de racine unitaire, mais est-ce que c'est le bon modèle? Et donc, au fait, là aussi,
on va faire appel à ces retards de la valeur endogène pour corriger de l'autocorrélation. Mais ce qui nous intéresse, c'est vérifier la significativité du paramètre de la constante. On voit bien que le testat de ce paramètre de la constante s'élève à 1,67 et que la valeur critique à 5% s'élève à 2,52. 1,67 strictement inférieur à 2,52, ça veut dire que l'hypothèse nulle du paramètre de la constante est acceptée. Donc, le paramètre de la constante n'est pas significativement différent de 0, donc on va abandonner le modèle 2 et on va alors vers le modèle 1. Et donc, on va estimer notre racine, la présence d'une racine unitaire dans le cadre du modèle 1. Et donc, là aussi, il y a comment dirais-je, les retards pour corriger l'autocorrélation. Il reste que le paramètre ρ de la racine unitaire. Et donc, on voit bien ici que on écrit ici non, ça veut dire non, il n'y a pas de constante, no trend, no intercept, et que le retard est 6. Et donc là, on voit bien que le test statistique s'élève à 0,899, qui est strictement supérieur à la valeur critique à 5% qui s'élève à moins 1,94, ou bien la probabilité associée à l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire s'élève à 0,9. Donc, il y a bien une racine unitaire dans la structure du CAC 40 et que cette racine unitaire, selon la stratégie séquentielle qu'on vient d'utiliser de Dickey Fowler, se situe dans le cadre d'un modèle 1. Modèle 1, ça veut dire sans constante, sans tendance. Et donc, au fait, pour vérifier ce qu'on vient de trouver, nous allons appliquer le test de Dickey Fowler sur la différence première du CAC 40. Et on voit bien ici que le testat s'élève à moins 39,32, strictement inférieur à moins 1,94, qui est la valeur critique à 5%. Et donc, on peut conclure que la différence première ne contient pas de racine unitaire, ça veut dire l'hypothèse nulle est rejetée, ou bien la probabilité strictement inférieure à 0,05, ce qui confirme le rejet de l'hypothèse d'une présence de racine unitaire dans la structure du CAC 40. Et donc, au fait, ça confirme que la différence première a été la méthode qui nous a permis d'éliminer la tendance. Et donc, si c'est le cas, il s'agit bien d'une tendance stochastique. Cela confirme la présence d'une racine unitaire dans la structure de la série temporelle du CAC 40. Et donc, pour conclure, le test de racine unitaire du Dickey Fowler augmenté appliqué au CAC 40 a mis en évidence que le CAC 40, la série temporelle, le processus générateur de la série temporelle du CAC 40 correspond à une marche au hasard, d'accord, une marche au hasard, pure random walk. Pure random walk. C'est une marche au hasard pure parce qu'il n'y a pas de constante, il n'y a pas de tendance. Et donc, on peut l'écrire comme suite, YT est égal à YT moins 1 plus epsilon T. Et ou bien le delta de YT, ça veut dire la différence première est égale au résidu epsilon T. Et nous allons voir par la suite que le delta YT n'est que ce qu'on appelle en finance le rendement, parce que la différence première des prix du cotation du CAC 40 correspond au rendement. Et donc, la dynamique du rendement du CAC 40 va être caractérisée par cet epsilon. Et c'est l'analyse de cet epsilon qui va nous permettre d'identifier le processus générateur du rendement du CAC 40. C'est ce que je vais vous raconter à l'occasion de la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci de votre attention.